éveiller les générations. Il faut que les parents arrêtent de condamner les générations et leurs enfants qui fument des pétards parce que maintenant c'est prouvé scientifiquement. Non seulement le cannabis n'est pas mauvais, je ne parle pas du tabac, mais il n'est pas mauvais, mais en plus, il est nécessaire au développement et à l'évolution du cerveau. Vous entendez ce que je dis? Et vous verrez que dans ce film, c'est prouvé scientifiquement. On va vous mettre les extraits d'interviews de scientifiques, des émissions passées sur Arte ou sur France 2 qui vont vous expliquer ça. Alors déjà, c'est très dur à croire, je sais. Et en fait, on nous cache ça. C'est-à-dire que oui, c'est vraiment pour cela que ces plantes sont interdites, étaient interdites déjà par les religions, qui sont des outils politiques, et continuent à être interdites et pourchassées de manière complètement justement ridicule, parce qu'on voit bien que la politique, par exemple en France, fait que dans les lycées et dans les collèges en France, on a entre 5 et 10 fois plus de chances de prendre de la cocaïne et de l'héroïne que dans le reste de l'Europe. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que on a mis sur le même pied cannabis, cocaïne, et vous le verrez dans ce film, la cocaïne, l'héroïne, ça c'est des vraies mers, ça c'est des vraies drogues. 2, la répression ne mène à rien, à savoir que plus il y a de répression, plus il y a de consommation. Et que, encore une fois, je suis persuadé que dans un pays comme la France et en Europe en général, il y a des accords secrets, voire tacites, avec les religieux. Et encore une fois, les accords tacites, c'est les religieux ne se mêlent pas de politique. Tant que les partis s'engagent à diaboliser l'usage des plantes médicinales, ce que fait l'Église depuis l'Inquisition, en fait, depuis toujours. 2, ne pas remettre en question la véracité historique des religions. Et 3, bien sûr, aller dans le sens de l'alimentation pour finir que les religions ont imposé au cours des siècles, qui est effectivement à base de sucre, de pommes de terre et toute une alimentation qui rend les gens fragiles. Et oui, le cannabis, vous allez le voir, peut restaurer en fait ces connexions. Et la psilocybine aussi, ça on vous en parlera plus loin. Depuis 80, on connaît qu'en effet, il y a des récepteurs spécifiques. Ça veut dire notre cerveau, notre organisme est préparé pour recevoir ces molécules, pour recevoir les cannabinoïdes. Si notre organisme a des récepteurs, des protéines spécifiques pour fixer ces cannabinoïdes, c'est pas pour sentir les effets des hachis ou de la marijuana, non. C'est parce qu'on a aussi tout un système cannabinoïde endogène. Donc, comprendre que ce que se dit cet homme est révolutionnaire. Il faut bien comprendre une chose. Donc, on vous l'explique un cran plus loin dans le film. Le cerveau fonctionne avec des récepteurs, d'accord? Des récepteurs qui vont capter tel ou tel message, en fait. Et ce qu'il est en train de nous raconter, c'est qu'il y a plein de sortes de récepteurs différents, mais le réseau qui est le plus important de tout, c'est le réseau cannabinoïde. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il ne s'allume, si vous voulez, ces récepteurs ne rentrent en fonction que le jour où les personnes, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent avec du THC dans le sang, c'est-à-dire la substance active du cannabis. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la révolution. Pour avoir une idée de l'importance des systèmes cannabinoïdes endogènes, je crois qu'il faudrait tout d'abord remarquer que la quantité de récepteurs cannabinoïdes, c'est beaucoup plus important que la quantité de récepteurs pour n'importe quel autre neurotransmetteur classique. Pour agir, toutes les drogues piratent le système de communication du cerveau, car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messages chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe, dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme. Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. Au début des années 90, des chercheurs s'aperçoivent que le cannabis s'emboîte dans certains de ces récepteurs. Ce que cela veut dire, c'est que notre cerveau fabrique des molécules qui ressemblent au cannabis. Ces molécules et leurs récepteurs forment ce que ces spécialistes, comme Raphaël Maldonado, appellent le système cannabinoïde endogène. Endogène parce qu'il se trouve à l'intérieur de notre organisme.
Bien que peu d'études existent sur ses effets, l'ONU inscrit le cannabis sur la liste des produits stupéfiants, aux côtés de l'héroïne, de la cocaïne et du LSD. Donc, encore une fois, à l'époque, non, la totalité, pas la totalité, mais la grande majorité du monde scientifique, sauf tous les gens religieux, bien sûr, par exemple, eh bien, étaient excités, étaient pour, et effectivement, mais comme elle le dit très bien, non, il n'y a rien qui a été montré vraiment de nocif, mais il y avait plein d'intérêts derrière tout ça. Et de toute façon, le chanvre, en fait, il y a eu toujours aussi une grande lutte contre le chanvre dans le passé, parce qu'en fait, ça faisait de l'ombre à l'industrie du bois. Et pourtant, le chanvre, en fait, est une plante qui est extraordinairement productive. On peut faire plein de choses avec, mais à l'époque, c'était les producteurs de coton et de bois qui avaient le pouvoir, et donc ils ont coulé cette industrie. Enfin, ça nécessiterait tout un film, et il y a vraiment une destruction méthodique, si vous voulez, une manipulation profonde de l'opinion publique. C'est franchement une honte que le gouvernement ait posé le cannabis à même hauteur que la cocaïne et l'héroïne, etc., alors qu'il n'y a aucune étude officielle qui a été émise pour vraiment pouvoir confirmer les effets ou non du cannabis. Donc c'est vraiment une blague. Et c'est à cause de ce non-discernement entre drogue dure et drogue douce qui fait l'augmentation de consommation de cocaïne, etc., dans les lycées en France. Et tout ça, maintenant, ça suffit, parce que ces gens ne sont ni matures, ni sérieux, et c'est n'importe quoi. Et n'allez surtout pas nous dire que nous on pousse à l'usage des drogues, parce que nous justement on pousserait plutôt à l'usage de respirer et manger des fruits. Ça c'est l'idée de base. Mais encore une fois, cette politique ridicule et tous les gens qui continuent à diaboliser les pétards et le cannabis, je suis désolé, eh ben vous poussez les jeunes vers la cocaïne et vers l'héroïne. Et ça c'est la réalité, et vers l'alcool, et ça c'est la réalité. Et donc désolé, mais encore une fois, la bonne conscience soi-disant catholique, soi-disant des amis de la famille, eh ben c'est tout faux. C'est tout faux, c'est tout faux, c'est tout faux. Et vous savez, je vais essayer de le retrouver sur le net, mais comme de plus en plus maintenant c'est légalisé dans de plus en plus d'États aux États-Unis, j'ai vu une association de grands-mères et de papiers et de mamies qui en fait apprenaient le cannabis et qui se rendaient compte, wow, à cause de quoi, de tout on est passé et tout, c'est fantastique. Et voilà quoi. Mais chez nous, non, nos grands-parents, ils doivent aller se faire torturer par la chimio. Donc vous envoyez vos parents à la chimio, ben c'est tout. On vous dit bien qu'on va les torturer pour gagner un maximum d'argent. Je ne sais pas si vous savez combien rapporte au système par mois un malade sous chimio, mais je peux vous dire ça fait travailler des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, et c'est tout simplement un scandale, il n'y a rien de sérieux là-dedans, rien d'intelligent, et je comprends que ça déstabilise et tout, mais c'est le moment en fait de commencer à faire la révolution, à commencer par la révolution à l'intérieur de votre tête. Voilà. Premier paradoxe, la répartition des différents niveaux de consommation européens semble sans lien avec le degré de tolérance appliqué par chaque pays. Aux Pays-Bas, par exemple, le niveau de consommation se situe dans le milieu de l'échelle, alors que le cannabis y est très accessible. Tandis qu'en France, où se procurer du cannabis est moins facile qu'en Hollande, les taux de consommation sont bien plus élevés. Donc vous remarquez, la France est avant-dernière dans le sens deuxième plus grand consommateur de cannabis, et en répression, enfin c'est un des pays où c'est le pire. Je ne sais pas, mais non, mais moi j'avais lu dans Libération il y a une petite dizaine d'années que la moitié en fait des PV et des papiers de police étaient destinés en fait au cannabis, uniquement. En fait, uniquement, c'est du délire quoi en fait. Et c'est sûr que mais politiquement, c'est très fort parce que ça justifie encore une fois le maintien d'un gigantesque système policier, et où ça ne tient absolument pas debout. C'est que si soi-disant il fallait faire la chasse aux terroristes, ben on libérerait toutes ces forces de police une fois pour toutes. Le cannabis, la seule chose qu'il va faire, c'est augmenter l'activité de ces systèmes endogènes qui s'appellent les systèmes endocannabinoïdes. Et ce système endocannabinoïde va être impliqué dans le contrôle de plusieurs réponses physiologiques dans notre cerveau. Si vous cumulez l'intensité de la dépendance et vous faites un histogramme, le premier produit qui a le pouvoir de dépendance le plus élevé, c'est le tabac. Suivi ensuite par la cocaïne, troisième position l'héroïne, quatrième position l'alcool, et le dernier, c'est le cannabis. Je suis le premier Européen à saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir le droit de cultiver, de guérir et de faire de la recherche. Et le verdict va rétrospectivement influencer toute la législation en Europe.
La différence entre France et Canada, simplement, c'est l'accès. Il y a un accès qui est réglementé pour une substance qui a un usage thérapeutique reconnu, encadré par des professionnels de santé. Donc c'est un peu de ça, je pense qu'il faudrait tirer parti pour s'inspirer pour le modèle français. La mentalité de la société par rapport à ça, finalement on parle de compassion, hein, parce que c'est de ça dont il est question. Ça veut dire qu'on pourrait dire qu'en France il y a finalement pas beaucoup de compassion, et c'est pas mal vrai, je pense. Et le besoin de fond, c'est de réduire la souffrance en fait du malade. Parce que les gens souffrent, les gens sont en attente, les gens meurent, et en attendant il y a un médicament et ils n'y ont toujours pas accès. Bon, on espère que bientôt ce voyage on aura pu à le faire et qu'on aura les mêmes possibilités dans les pharmacies françaises que celles qu'on peut trouver dans les pharmacies hollandaises. Disons que si la justice refuse que les malades s'auto-guérissent en produisant eux-mêmes, il les incite à aller dans les cités et faire marcher l'économie souterraine. Nous, on veut juste se soulager et être légal. On n'est pas des hors-la-loi, on n'est pas des criminels, on n'est pas là pour faire marcher l'économie souterraine. Je suis papa et quand je me fais traiter de toxicomane par ma propre fille, parce que c'est la seule façon de me le dire, elle me dit tant que c'est pas légal, tu seras un toxicomane. En sachant très bien que j'en ai besoin pour me soulager, mais tant que c'est pas légal, vu que c'est pas droit, il n'y a pas de loi sur la loi toxicomane. On a le droit au même nom de la maladie, on a le droit aux mêmes effets, aux mêmes souffrances, mais on n'a pas le droit au même traitement. Voilà, et ça c'est très important, la compassion, c'est vraiment important, la compassion. Un jour j'ai vu un talk show sur la télévision française avec en fait le ministre de la Santé hollandaise qui parlait avec son homologue français. Et c'était vraiment, je suis désolé, mais c'était assez drôle et tristement lamentable. Parce que la ministre en fait hollandaise disait, mais écoutez, à partir du moment où, je sais pas quoi, un tiers de la population fume au moins occasionnellement ou quoi, la vraie question à se poser, c'est peut-on criminaliser un tiers de la population? Enfin, le gouvernement est censé quand même accompagner le peuple. Je veux dire, c'est pas possible. Tout d'un coup, on en fait des criminels, en fait, des criminels. Et donc, ça c'est quand même un argument important. Et l'autre ministre disait oui non c'est de la drogue, 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 tu vois. C'était vraiment, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de dialogue. Et effectivement non, le débat est interdit en France. Vous vous rendez compte qu'il y a une loi sur ça. Et moi je le dis, honte sur vous, honte sur la justice française, vous créez des toxicomanes. Et donc là il faut bien comprendre qu'on parle de compassion aussi, de compassion. On a tous connu des personnes qui étaient malades de sclérose en plaques ou de maladies comme on a eu ces témoignages. Et oui, cet homme qui dit la France manque de compassion, mais moi ça me touche parce que effectivement, pourquoi finalement les Français, les malades français, etc. auraient le droit aux mêmes douleurs, mais pas le droit au même traitement de la douleur. C'est honteux. Et on en parlera peu dans ce film, mais par exemple pour l'accompagnement aux mourants, la psilocybine extraordinaire. Pour les scientifiques, le cannabis est devenu un outil d'exploration du cerveau, un outil aussi inattendu que précieux. Originaire des contreforts indiens et chinois de l'Himalaya, le cannabis sativa est utilisé depuis longtemps pour des cérémonies rituelles et pour ses vertus thérapeutiques. Aujourd'hui, le cannabis est devenu la drogue illégale la plus répandue dans le monde, et plus de 160 millions de personnes la consomment. Pourtant, l'étude du cannabis a permis à des scientifiques, comme Daniel Piomelli, de découvrir un système essentiel au fonctionnement du cerveau. Un système dont personne ne soupçonnait l'existence il y a encore quelques années. Nous en savons beaucoup plus qu'il y a 10 ans, bien sûr, mais beaucoup de choses nous échappent. Nous sommes arrivés à un moment merveilleux où nous commençons à pouvoir réellement apprécier à quel point ce système est important. Tellement important que ça nous excite beaucoup. Mais nous n'avons pas pleinement connaissance de ce système. Il est clair que le système cannabinoïde assure une fonction majeure dans le cerveau. Une fonction qu'on ne pouvait même pas soupçonner il y a encore 5 ans. Si les scientifiques ont fait ces découvertes si tardivement, c'est parce qu'ils n'avaient pas le bon portrait robot. Ils cherchaient des neurotransmetteurs classiques alors que les cannabinoïdes ne leur ressemblent pas du tout. La seule chose qui va faire les pétards, c'est induire une activation
activation du système cannabinoïde endogène. Donc, toutes les réponses que le système cannabinoïde endogène contrôle vont être activées. Le cannabis commence à se diffuser en Europe au début du 19e siècle. Dans les années 1850, à Paris, le club des Hachichins réunit notamment les écrivains Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Gérard de Nerval ou encore les peintres Honoré Daumier et Eugène Delacroix. La consommation populaire de cannabis commence véritablement au début du XXe siècle aux États-Unis et dans les pays proches du Mexique. Dans les années 30, les pays occidentaux interdisent le cannabis. Des films de propagande mettent en garde les familles. La marijuana est qualifiée d'assassin de la jeunesse. Mais les milieux du jazz, les artistes et les poètes de la Beat Generation préconisent ouvertement son usage. Et c'est avec le mouvement hippie, au milieu des années 60, qu'une véritable explosion de la consommation chez les jeunes a lieu aux États-Unis, puis en Europe. Le cannabis devient la drogue du love and peace. À la fin des années 60, les chansons de Bob Marley et le mouvement Rasta revendiquent l'usage de la ganja, le nom jamaïcain de la marijuana. Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herb? You see? And we check that and we can't find, we just see them just say, no, you must use it because it make you rebel. Apparemment, la simple perspective de prendre des drogues cannabinoïdes stimule l'émission de dopamine, la sécrétion de cellules de dopamine. Les terminaisons qui débouchent dans le noyau accumbens provoquent une sécrétion de dopamine. C'est important parce que le noyau accumbens est une zone du cerveau qui participe à la canalisation de notre désir pour la nourriture ou la drogue. La stimulation de la dopamine et l'activation des récepteurs de la dopamine dans cette zone pourraient stimuler une appétence pour la drogue. Mais pour mesurer le degré de dépendance chez les humains, médecins et chercheurs se reportent au manuel de référence pour diagnostiquer les troubles mentaux, le DSM-4. Ce système DSM-4 permet de définir des critères pour dire que quelqu'un a un processus d'anxiété, un processus de dépression, une schizophrénie, une dépendance. Ce sont des critères. Si on utilise d'une façon très stricte ces critères, on peut dire oui, le cannabis a les critères pour induire une dépendance. Mais si on peut analyser le cannabis induit ou n'induit pas de dépendance physique, on peut dire là c'est clair, non? Le cannabis, la consommation humaine de cannabis n'induit pas une dépendance physique, dans le sens que l'arrêt du cannabis n'induit pas un trouble physique important. Donc, il n'induit pas de la dépendance physique. Mais bien sûr, il peut induire une consommation abusive, il peut induire une perte de contrôle sur la consommation, oui. Failing this, the next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. Si vous expliquez à un ado que s'il fume un pétard, il va en devenir forcément dépendant et il va se mettre de l'héroïne dans les veines, c'est archi faux. On a beaucoup d'éléments pour nous montrer que c'est faux. Si on établit une communication grand public pour les dissuader de fumer là-dessus, non seulement on ne va pas le faire, mais on va probablement avoir un effet paradoxal. À haute dose, le cannabis peut entraîner une dépendance psychologique, mais pas de dépendance physique. Alors,
Comment faire de la prévention sur une drogue dont les effets sont, selon les scientifiques, sans gravité ? Je veux bien qu'on mette des moyens sur le cannabis, et il faut le faire. Il faut faire, un, avec prudence, et deux, dans quelque chose qui prenne en compte le fait qu'il y a 50% des adolescents qui en consomment. Et qu'il n'y a pas 50% des adolescents qui sont en grande difficulté avec le cannabis. Ça, c'est pas vrai. Et si on veut nous le faire croire, ça sera très dangereux. Parce qu'on ne pourra plus jamais, en termes de politique publique, arriver à envoyer des messages de prévention. Il ne faut jamais mentir à la cible, au sujet à qui on s'adresse, en exploitant des données scientifiques qui sont fausses. Ces dernières années, pourtant, on a accusé le cannabis de pouvoir déclencher un grave trouble psychiatrique, la schizophrénie. Cette maladie se manifeste justement à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Elle se traduit par une perte de contact avec la réalité, une désintégration de la personnalité, des idées délirantes, des hallucinations. Quand on voit des sujets qui ont un tableau schizophrénique et une dépendance cannabique, et qu'on reprend chronologiquement l'histoire, on se rend bien compte que avant même la prise de cannabis, il y avait des petits éléments qui étaient des signes précoces que les psychiatres ont appris à reconnaître de troubles psychotiques dans l'évolution de ce sujet. Le cannabis a un rôle promotionnel, amplificateur d'un phénomène qui est préexistant. Il semblerait qu'on ait pris à l'envers le problème de la schizophrénie et du cannabis. Oui, les schizophrènes utilisent beaucoup de cannabis, pour des raisons qui sont d'ailleurs bien étudiées, et qui sont le fait que ça leur permet, un, de retrouver un sentiment, sinon d'euphorie, mais de plaisir. Et on sait qu'un des symptômes déficitaires de la schizophrénie, c'est de perdre cette capacité à ressentir, et qu'on voit bien que là, le produit pharmacologiquement leur permet de le faire. Et que deuxièmement, pas simplement dans les processus d'aller chercher le produit, qui est un produit, comme vous le savez, illicite, et dans lequel il faut avoir un certain nombre de réseaux pour se le procurer, eh bien, il y a une sociabilité qui existe. Or, l'isolement du schizophrène est aussi un des symptômes déficitaires de la maladie. Donc, d'une manière bien évidemment trop schématique, on peut imaginer que l'usage de cannabis chez un sujet schizophrène a des effets bénéfiques qui luttent contre sa propre maladie. Les schizophrènes feraient en quelque sorte un usage thérapeutique du cannabis. C'est bien là la difficulté majeure quand on aborde la question de cette drogue. D'ailleurs, certains pays comme la Suisse autorisent son usage médical et donc sa culture. Pour moi, c'est une première, dans le sens que les médecins commencent à prescrire du chanvre à leurs patients en Suisse. C'est un extracteur de pollen. On va récupérer cette résine. On va la presser pour que ça prenne une forme dure, facile à transporter et à expédier à notre chers malades. La clinique bernoise traite des patients atteints de sclérose en plaques avec des gélules à base de cannabis. Et ça nous aide quand même à mieux dormir, certainement la nuit. Pour la nuit, c'est composé, je pense. Aussi pour réveiller plus relax. Parce que le matin, c'est quelquefois, ou la plupart des fois, c'est très difficile. Et puis, les alternatives pour ce médicament sont des médications très fortes avec des effets secondaires quand même assez prominents, j'ose dire, importants. Alors, c'est pour ça que j'ai jamais touché les autres médications contre les tremblements, contre les spasmes ou les crampes, parce que les effets secondaires étaient vraiment très, très, très forts, trop forts pour moi. Alors, j'ai laissé ça. Maintenant, avec ça, j'ai pas du tout des effets secondaires. Et j'espère que ça va m'aider. Dans d'autres pays, comme en France, ceux qui ont la main verte se rabattent sur la culture en placard. L'usage et la culture de cannabis y sont interdits. Tous les ans, plusieurs mouvements se rassemblent pour réclamer une révision de la loi. Ils militent notamment pour que certains malades puissent fumer du cannabis. Je suis en trithérapie, il y a des effets secondaires qui sont quand même assez lourds à supporter. Je me suis rendu compte que l'usage du cannabis me permettait d'atténuer ces effets secondaires. Je ne vois pas
qui peut m'empêcher d'user ça, quoi. Les Pays-Bas ont été les premiers à inscrire le concept de drogue douce dans leur législation. La consommation n'y est pas considérée comme une infraction. La vente de cannabis, autorisée, est strictement réservée aux coffee shops. Dans certains pays, des malades du sida ou du cancer ont réclamé le droit de fumer des joints afin de soulager leur douleur ou leur nausée. Ils ont bousculé la législation au Canada, en Australie et en Europe, où le cannabis est autorisé pour des raisons médicales. On ne va pas discuter si c'est dangereux ou pas l'utilisation récréative des cannabinoïdes. Ça, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que les cannabinoïdes, le système cannabinoïde endogène, c'est une cible très, très bonne pour chercher de nouveaux médicaments. La douleur est sans doute l'un des domaines dans lequel la recherche cannabinoïde pourrait avoir le plus d'impact. Daniel Piomili a donc développé un médicament antidouleur qui agit sur ces récepteurs de façon très localisée, et donc sans effet secondaire sur le cerveau. Il a ensuite testé ce remède sur des rats souffrant d'une hernie sciatique. Nous avons fabriqué une solution à appliquer sur la zone, comme un gel ou une crème, pour les humains souffrant par exemple de sciatique ou d'arthrite. Le résultat étonnant, c'est que les animaux traités à base de substances cannabinoïdes ont montré un comportement indiquant une disparition complète de la réponse de douleur. Ce type de crème pourrait traiter des douleurs qu'aucun médicament n'arrive à soulager aujourd'hui. Par exemple, des douleurs tenaces que provoquent des lésions au niveau des nerfs. Un autre état qui pourrait être traité avec les cannabinoïdes, c'est l'anxiété, la dépression. Plus étonnant encore, on découvre aujourd'hui que certaines maladies seraient dues à des dérèglements du système cannabinoïde. Dans le cerveau, l'hypothalamus participe à la régulation de l'appétit. Et les scientifiques ont démontré que les endocannabinoïdes pourraient agir dans cette région. Cette propriété peut servir pour soigner l'obésité. Une société pharmaceutique est sur le point de mettre sur le marché un nouveau traitement contre l'obésité, inspiré par la science du cannabis. J'apprécie beaucoup plus la science que lorsque j'étais plus jeune. Je ne réalisais pas alors à quel point la science pouvait être utile pour tout le monde, jusqu'à ce que je fasse partie de l'entreprise scientifique. Ce que j'ai également commencé à comprendre, c'est que cette entreprise scientifique trouve son but ultime dans la compréhension de l'humanité et dans l'aide rationnelle qu'elle lui apporte, en particulier dans le cas de la médecine. Et ce savoir doit être transmis à tout le monde. Il doit entraîner une prise de conscience collective, parce que sans cela, il n'y aura jamais de prise de conscience politique. Et sans elle, les découvertes faites dans les laboratoires ne seront pas utilisées pour des prises de décision de santé publique. Parce qu'en définitive, c'est ça qui compte. En explorant les mécanismes d'action du cannabis, les scientifiques ont découvert un système essentiel au fonctionnement du cerveau et à la régulation de l'organisme. Aujourd'hui, ils réalisent des progrès spectaculaires dans la compréhension des effets du cannabis et de notre système naturel. Leurs résultats, encore peu connus du grand public, devraient profondément modifier notre regard sur cette drogue. L'étude du cannabis ouvre des perspectives inédites sur de nouveaux traitements médicaux contre la douleur, l'obésité, l'anxiété ou encore la sclérose en plaques. Pour les chercheurs, une véritable révolution biologique est en marche. Please welcome Dr. Cristina Sanchez, the molecular biologist who discovered the anti-cancer properties of THC. My name is Cristina Sanchez, and I work at Complutense University in Madrid, Spain. And I have been working for the last decade on the anti-tumor effects of cannabinoids. The plant has such a wide therapeutic potential.
We started working in this project 15 years ago, and it was basically by chance. And we observed that when we treated these cells with cannabinoids, THC, the main psychoactive component of cannabis, it was killing the cells in our petri dishes. We were killing the cells. So we thought that we were facing some potential anti-tumoral responses. The results we have obtained are telling us that cannabinoids may be useful for the treatment of breast cancer. Cells can die in different ways, and after cannabinoid treatment, they were dying in the clean way. They were committing suicide, which is something you really want when you have an anti-tumoral drug. One of the advantages of cannabinoids or cannabinoid-based medicines would be that they target specifically tumor cells. They do not have any toxic effect on normal, non-tumoral cells. And this is an advantage with respect of standard chemotherapy that target basically everything. When we started to see these anti-tumor and cell-killing effects on cancer cells, we decided to set aside our metabolic studies and to focus on cancer. I cannot understand why in the States cannabis is under Schedule 1, because it is pretty obvious, not only from our work, but from work from many other researchers, that the plant has a very wide therapeutic potential. The plant, besides THC, produces cannabidiol. And this compound is very special because it is not psychoactive. It has been demonstrated that it's a very, very potent antioxidant. It protects the brain from stress and from damage, kills cancer cells, and when you combine it with THC, it produces synergistic effects. At this point, we have enough preclinical evidence supporting the idea that cannabinoids may have anti-tumoral properties. Parce que toutes ces substances sont programmatrices, c'est-à-dire ce à quoi vous pensez quand vous prenez par exemple du cannabis, que ce soit en le fumant ou avec une tasse de thé. En fait, si vous voulez, comme il y a une suractivité du cerveau, et ben en fait, ça va surprogrammer. En d'autres termes, par exemple, si vous avez du cannabis dans le sang et que vous faites des calculs et que vous faites des comptes, l'argent, ce que vous avez et tout, ben après vous allez être obsédé par ça. Si vous méditez, si vous respirez, si vous vous concentrez sur des sujets qui vous élargissent la conscience, alors ça aura un rôle programmateur de vous amener dans cette longueur d'onde. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on a du cannabis, du THC dans le sang, c'est de vraiment être gardien de ses pensées. Aller faire ça tout seul dans la nature, comme une cérémonie, boire une tasse de thé ou fumer un pétard, ça peut être une expérience chamanique, encore une fois, si vous y mettez toutes les étapes importantes du chamanisme, et notamment l'intention, la question, tout ce qu'on vous a déjà dit quelquefois. Super important. Alors, on dit que le cannabis fait perdre la mémoire. Oui, c'est vrai, si on en fume trop, et le principe est simple à comprendre. Un des éléments qui fait que tu vas vers l'essentiel, avec ces substances, eh bien justement, c'est qu'il y a certaines mémoires pas importantes qu'on met sur le côté pour s'intéresser à l'essentiel. Mais si on le fait trop, alors, c'est comme je vous disais, le cerveau cannabinoïde va étouffer le cerveau, on va dire, biologique, et du coup, il n'y a plus que ça qui fonctionne. Mais c'est vrai que, voilà, on peut dire que c'est quand même la réalité, avec le fait qu'encore une fois, la psilocybine va vous redonner la mémoire. Pour ceux qui nous accuseront de pousser les gens à prendre des petits Jésus et du cannabis, de la psilocybine, je réponds déjà ceci. Même s'il y a des personnes qui peut-être entendront cette vidéo et je sais pas, prendront de son substance et auront, je sais pas moi, un accident de voiture ou je sais pas, il faut bien comprendre que ça serait un accident. Et dans notre vie de tous les jours, si on voit les statistiques de tous les gens qui se suicident, de tous les gens qui font des suicides, j'ai envie de dire, de leur âme, en restant sous médicaments chimiques, antidépresseurs et tout, parce qu'encore une fois, si vous l'êtes, vous devez comprendre, c'est être un mort vivant. Après quelques temps de ces médicaments chimiques, calmants et tout ça, même pilules pour dormir, ça marche plus bien là-dedans, vous comprenez ?
Et que je trouve que cet argument ne tient plus debout du tout, du tout, du tout. Vous prenez rien que le nombre de morts par l'alcool, c'est tout. Il n'y a même pas photo, il n'y a même pas discussion. C'est une discussion où il ne faut plus perdre son énergie parce que ce sont des discussions qui sont basées sur des informations que la plupart des gens ont fausses, et toujours répéter la même chose et tout. Et non. Le monde ne va pas mal à cause de la psilocybine et du cannabis. Le monde va mal parce que les gens ont arrêté d'utiliser ces deux substances pour se guérir. Donc, voilà, je vous réponds, pour moi, c'est une discussion qui est complètement désuète. Et je veux vraiment dire aux personnes qui sont contre les pétards, et surtout à ceux qui ont des enfants, si vous leur tenez le discours que c'est mauvais, vous cassez la communication parce que vous avez tort. Et vous passez pour des vieux cons qui ne savaient pas. Et donc vous cassez la communication avec vos enfants. Parce que s'il y en a entre celui qui fume ses quelques pétards le soir ou ses quelques verres d'alcool, eh bien maintenant la science elle est avec nous. Regardez ces reportages. S'il y en a un qui est plus drogué que l'autre, c'est celui qui boit ses quelques verres. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc c'est ici qu'on termine ce film sur le cannabis. Alors comme à chaque fois, on compte sur toi, regarde bien toutes les autres vidéos pour les connaissances. Il faut toujours un petit peu se forcer, la voix qui monte, parfois il faut un peu se forcer, pas tout le temps, mais dans certains choix, tandis que la voix la plus facile, c'est toujours celle qui descend. Donc vas-y, accroche-toi, tu vas voir, c'est toutes des infos qui vont t'aider énormément dans ta vie. Mais ces connaissances, ça nourrit. J'espère que tu commences à le sentir en toi. Toutes ces nouvelles informations, toutes ces pièces du puzzle qui s'emboîtent les unes aux autres, c'est fabuleux. Alors on continue. Fabuleux, fabulon, à tout de suite. On compte sur toi. Tu es très important, tu le sais au fond de toi. Alors, à tout de suite, au moins en pensée. Bisous. Bisous.